Côte d'Ivoire, les jeunes ne vont pas vers l'information. On attend que l'information vienne à nous. Mais je me dis que c'est nous, on cherche quelque chose. Donc on doit aller vers l'information. On doit aller vers où on doit prendre les prêts, on doit aller vers où on doit nous aider. Mais on ne peut pas s'asseoir pour dire, je veux qu'on m'aide. On ne peut pas s'asseoir pour dire, on a un numéro, on va appeler telle personne. Mais allez-y vers l'information. Aujourd'hui, pour mon évaluation, à mon niveau, je me dis que c'est quelque chose qui est reçu en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes que moi, personnellement, que je connais. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Aminata 24 TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café 24 qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Ousmane Sylla. Il est opérateur économique et membre du bureau politique du RHDP et par ailleurs délégué départemental jeune à Oumé Commune. Avec lui, nous ferons une petite rétrospective de l'année 2023 qui vient de s'écouler en évoquant bien évidemment des sujets d'ordre politique et social, sans manquer de parler tout naturellement de son parcours personnel en tant qu'homme politique. Et il a été candidat récemment donc, au municipal dans la commune d'Oumé. Nous allons évoquer avec lui donc toutes les péripéties qui ont émaillé cette aventure là-bas du côté d'Oumé. Le thème principal de cette émission, l'année de la jeunesse. On va également en parler. Et puis bien évidemment d'autres questions qui ont meublé l'actualité sociale et politique en Côte d'Ivoire au cours de cette année. L'année de la jeunesse sera donc le thème principal de notre temps d'échange aujourd'hui avec M. Ousmane Sylla à qui nous disons maintenant bonsoir. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur le plateau du Café 24. Merci. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir sur notre plateau. Comme annoncé donc en entame d'émission, le thème principal de cette émission, c'est bien entendu l'année de la jeunesse, qui a été donc annoncée en fin d'année dernière par le président de la République. Il a décidé donc de mettre cette année sous le sceau de la jeunesse. Alors comment tout ceci s'est passé, nous allons en discuter avec vous, prendre votre avis sur le concept et nous dire ce que vous en pensez de façon concrète. Alors, première question, peut-être permettre de vous présenter à nos abonnés déjà avant de commencer. Merci beaucoup. Même si tu as déjà fait la présentation, je suis Ousmane Sylla, chef d'entreprise et aussi homme politique. Alors, avec vous, comme on a dit également, on va évoquer votre parcours en tant que jeune homme politique. D'accord. Après ses premiers pas là-bas du côté d'Oumé, lors des dernières élections locales. Alors, vous avez déjà été retenu pour le compte de votre parti, ce qui n'était pas donné. Quels sont les arguments qui ont milité à votre faveur pour être retenu comme candidat du RHDP à Oumé? Merci beaucoup. C'est tellement une très belle question. Vous le savez qu'il n'y a pas d'argument en politique. Hein. Les meilleurs arguments en politique, c'est le terrain. Comme vous le savez, nous sommes les hommes de terrain. Et aussi à Oumé, on avait commencé quelque chose. On a commencé quelque chose en termes de développement, en termes de la solidarité. Parce que tout ne peut pas se résumer en politique. Et la politique passe, les hommes restent. Donc on a créé quand même une famille et on a commencé beaucoup de choses. On a fait ce qu'on pouvait faire à Oumé. On a apporté aussi, en tant que fils d'Oumé, apporter ce qu'on appelle le développement. On a apporté aussi. Parce que, vous le savez, nous sommes dans l'école du président Ouattara. Nous sommes jeunes, on est choisis par la Ouattara. Et c'est en même temps, pour le thème, pour vous dire que l'année de la jeunesse est vraiment réelle. Si moi, Ousmane Sylla, après 30 ans, j'ai choisi pour être candidat d'un parti au pouvoir choisi par le président Ouattara, c'est pour vous dire que réellement, le président fait confiance à la jeunesse. Et à Oumé, il n'y a pas eu de lobby quelque part, c'est parce qu'on a fait quelque chose et le terrain était à nous et le président nous a choisi. Personnellement, qu'est-ce qui a motivé votre volonté de dire d'être candidat? Parce que c'est jamais facile d'aller directement être candidat pour les municipales. Très souvent, les jeunes commencent d'abord par entrer dans le conseil municipal, ils font leurs armes, mais vous avez décidé d'y aller directement. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? D'accord, merci beaucoup. En réalité, vous le savez, je suis né à Oumé, grandi à Oumé, et je connais un peu la mentalité de la population d'Oumé. Et j'ai remarqué un certain nombre de choses que je voulais apporter un plus en termes de développement. Parce que vous le savez, depuis le passage du feu du Premier ministre à Napoléon, qui fut mon mentor, qui est passé à Oumé, le 11 janvier 2019, on a reçu le bitumage de tout ce qui est électrification. Et en termes en termes de l'eau potable, il n'y avait pas de développement. Donc je me suis dit là, il y a un problème. Il faudrait que nous, en tant que fils d'Oumé, on se lève pour apporter un plus. Parce que vous le savez, quand on veut faire un changement,
c'est pas Dieu qui descend du ciel pour le faire. Il faut que nous, on prenne le courage en deux mains pour essayer d'analyser qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut apporter les choses. C'est ce qui m'a motivé de changer beaucoup de choses. Et en termes de jeunes, aujourd'hui, quand vous prenez le taux de chômage à Oumé, on a 90% de jeunes qui ne travaillent pas du tout à Oumé. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des financements partout, et en Côte d'Ivoire, mais les femmes de Oumé ne gagnent pas du tout le financement venant de l'État ou venant des membres. On s'est dit, mais attends, pourquoi on n'est pas aujourd'hui aider nos mamans à faire des formations, pourquoi pas aider nos jeunes à faire des formations, pour qu'eux, à leur tour, ils puissent aussi aider d'autres jeunes. Parce que quand on veut attendre aussi les hommes politiques pour faire tout, ce n'est pas évident. Et on a commencé par la formation professionnelle, et aujourd'hui, on peut se dire, on est content, on a compté un peu, même si on n'est pas élu, on a fait quelque chose. Effectivement, vous le dites, vous n'avez malheureusement pas été élu, malgré toutes les bonnes idées, les bons projets que vous avez proposés. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le terrain? Et à vrai dire, on a fait, vous savez qu'on allait au premier tour, au deuxième tour. Je suis déjà content que je viens à coup de coude avec. Justement, les élections ont été les plus justement avec un député, mais il y a eu l'irrégularité sur le résultat. On ne peut pas gagner dans tous les bureaux de vote dans la commune et dans les villages où on vient nous battre, c'est pas du tout. Il y a tellement de changements au niveau de la CEU, on a apporté des réclamations au niveau du Conseil d'État, on a repris les élections. Et au deuxième tour, c'est la même chose, parce qu'on s'est dit aussi, on ne peut pas répondre les élections. Quand on perd, on va chercher à faire des recours. Parce que Oumé a besoin d'un développement. On va rester là, ils vont mettre ça encore sur tutelle, ça ne va rien apporter à Oumé. Donc, on a félicité le maire. Il a gagné. La ville ne se limite pas à une élection. On continue ce qu'on peut apporter. On continue d'apporter, c'est ça. Très belle attitude donc de candidat fair play. Alors, quelles leçons retenez-vous de cette expérience justement? Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'expérience. Hein. Vous le savez que c'est beaucoup d'expérience. Là, je suis content. Je voulais de passage d'abord tout propos pour entrer vraiment dans l'histoire de l'expérience. Je vous dis merci à mon équipe de campagne et mon directeur de campagne et tous nos aînés tels que la maman Touraya Virginie. Et remercier aussi de passage mon mentor politique à Oumé, qui est Dr Kony Adama. Remercier toute mon équipe de la team OS, vraiment toute l'équipe et tous les militants du RHDP qui sont dans le corps et âme pour qu'on puisse gagner. Malheureusement, vous le savez, on est jeune. Et aujourd'hui, même quand on est jeune, on a un petit côté religieux. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et quand il veut. On ne doit pas s'accrocher à un pouvoir qui n'est pas pour nous. Et je me dis que la mairie de cette fois-ci n'est pas pour nous. Parce que ce qu'on a fait à Oumé, ce qu'on a réalisé à Oumé, c'est des choses qui ne sont pas réalisées. Et Dieu dit qu'en 2023, nous, on ne va pas être élus maire d'Oumé et on doit l'accepter. Et c'est la volonté aussi de Dieu. Un message qui provient de ce que vous serez candidat aux prochaines élections municipales à Oumé, ou est-ce que vous avez décidé d'attendre? Je ne veux pas abandonner la politique parce que le problème est que je ne vais pas vous dire là, je suis candidat demain ou je ne suis pas candidat demain. Il y a d'autres personnalités politiques à Oumé. Mais moi, aujourd'hui, mon combat, c'est la reconquête du pouvoir d'État pour que le RHDP puisse rester au pouvoir. Et on doit rester au pouvoir. On doit se battre. Pour moi, Oumé aujourd'hui doit faire un taux de 70% pour le président Ouattara en 2025 parce que c'est mon souhait. Je ne me bats pas personnellement pour moi-même. Je me bats pour mon président, je me bats pour mon parti. Et quand je viens ici, je vous dis, bon, demain je suis candidat, c'est pas sérieux. Tout le monde n'est pas Ousmane Silla, mais à Oumé, qui sont RHDP, tout le monde est pour la Ouattara et tout le monde est pour les RHDP. Retour dans le Café 24 avec notre invité du jour, M. Ousmane Silla, qui, nous le rappelons, est membre du bureau politique du RHDP. Alors lui, nous abordons maintenant la question du thème, donc l'année de la jeunesse qui vient de s'écouler. Alors, quelle compréhension déjà avez-vous de ce concept lancé par le président de la République? Pour moi, je ne dirais même pas que c'est une histoire de compréhension parce que nous, les jeunes, on vit déjà dedans, donc on sait c'est quoi l'année de la jeunesse. Et vous le savez que c'est une première en Côte d'Ivoire. Et pour ça, on doit féliciter et remercier le président de la République. Vous savez, l'année de la jeunesse, ça ne veut pas dire que le président va se promener, faire un dépôt ou rejoindre aux jeunes. Mais aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire a besoin de formation de base. On manque de formation en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a les moyens qui sont mis à disposition pour aider les jeunes en termes de formation professionnelle. Et en dehors de ça, il y a les moyens qui sont mis aux jeunes qui ont les start-up, qui sont dans les PME pour développer les activités. Mais plein de jeunes aujourd'hui ont reçu, plein de jeunes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vivait en précarité, mais plein de jeunes aujourd'hui arrivent à prendre des familles en charge. Parce que quand on dit les gens vivent dans la précarité, c'est trop dit.
Mais aujourd'hui, le président fait ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui, il a remarqué que la jeunesse de Côte d'Ivoire était plus focalisée sur les histoires de réseaux sociaux, était plus focalisée sur les histoires de politique. Parce que dans le temps, en 2010, quand on dit il y a les élections à venir, on manipulait plutôt de jeunes. Mais aujourd'hui, je me dis que quand il y a une année de la jeunesse, tu sais que tu dois te battre pour avoir ce qui est en termes de formation. Tu dois te battre pour faire la création d'entreprises, mais tu n'auras pas le temps de suivre l'homme politique, tu n'auras pas le temps d'aller faire des choses sur les réseaux sociaux, tu n'auras même pas le temps de faire, comme on le dit dans nos jargon, tu n'auras pas le temps de faire l'histoire de couper les calés. Mais aujourd'hui, le président a beaucoup aidé la jeunesse. Et nous, on doit dire merci au président de la République. Parce que l'année de la jeunesse, ça ne se limite pas seulement qu'en 2023, ça continue jusqu'en 2025. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont aidés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait un manque de formation professionnelle. Aujourd'hui, le président vient de combler ces vides-là. Et on doit lui dire merci. Okay. Si vous deviez faire une évaluation donc, de la mise en œuvre donc, de ce programme de l'année de la jeunesse, quelle évaluation pouvez-vous en faire? Est-ce que ça a plutôt bien marché ou moins marché? Bien sûr, ça a bien marché. Parce que ne regardons pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les jeunes ne vont pas vers l'information. On attend que l'information vienne à nous. Mais je me dis que c'est nous on cherche quelque chose. Donc on doit aller vers l'information. On doit aller vers où on doit prendre des prêts. On doit aller vers où on doit nous aider. Mais on ne peut pas s'asseoir pour dire je veux qu'on m'aide. On ne peut pas s'asseoir pour dire on a un numéro, on va appeler telle personne. Mais allez-y vers l'information. Aujourd'hui, pour mon évaluation, à mon niveau, je me dis que c'est quelque chose qui est reçu en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes que moi, personnellement, que je connais, qui ont bénéficié de ces financements, d'autres ont bénéficié des formations. Et aujourd'hui, je peux dire merci encore au président pour ce qu'il a fait pour ces jeunes comme nous. On retient donc que vous avez plutôt une bonne approche, un bon regard donc, sur ce concept donc, d'année de la jeunesse initiée par le chef de l'État qui aura permis, selon vous en tout cas, de permettre à de nombreux jeunes de bénéficier de formation, de bénéficier de financement pour des projets générateurs de revenus. Un autre sujet qui a fait l'actualité au cours de cette année 2023, c'est bien évidemment la question relative à la cherté de la vie. Alors, dans un contexte d'inflation quasi mondiale, la Côte d'Ivoire n'a pas été épargnée par le phénomène. Et de nombreux Ivoiriens, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la flambée des prix des denrées de certains aliments de première consommation et tout. En tant que jeune, qui est donc forcément sujet donc à cette inflation, quel regard portez-vous sur ce phénomène? Mon regard au niveau du truc, c'est la cherté de vie. Il faudrait qu'on parle sincèrement. Le président fait ce qu'il a fait. Mais je me dis aussi, aujourd'hui, quand on prend le sucre, on dit un manque de sucre. Il y a des cas où on vend le sucre à 1000 francs, il y a des cas où on vend 700, mais pratiquement, il y a des cas où tu vas trouver le sucre même à 2000 francs. Mais je me dis qu'on a un ministère du commerce qui a l'industrie. Il faudrait qu'il mise encore plus sur le contrôle. Mais il n'y a pas de contrôle. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, il va y avoir toujours la cherté de la vie va continuer. Parce que pour moi, je ne trouve pas ça sérieux. Je prends un exemple bête, elle pas faire de publicité. Tu vois à Carrefour, on te dit c'est 1000 francs. Tu vois dans tel coin, on te dit c'est 2000 francs. Mais quand l'autre dit c'est 2000 francs et le prix qui est fixé, le ministère fait sortir un chronogramme de prix pour te dire que c'est à 700 francs, 800 francs. Mais les 800 francs, là, où on trouve le sucre de 800 francs, où on trouve l'huile de 1 litre à 1000 francs, où on le trouve. Il n'y a pas de suivi au niveau du ministère. Les consommateurs, justement, les consommations ont le sentiment d'être abandonnés des fois par les pouvoirs publics. Est-ce que c'est votre sentiment sur la Oui, bien sûr, ça je suis d'accord là-dessus, bien sûr, parce que en réalité, les gens ne s'impliquent pas beaucoup en termes de consommateurs. Vous pensez que le gouvernement n'en fait pas assez en fait, pour protéger les consommateurs? Le gouvernement fait beaucoup assez. Le gouvernement fait beaucoup. Mais la réalité est que les prix continuent de flamber sur certains. Oui, mais c'est ce que je dis. Qu'est-ce que l'État peut faire de façon pratique, de façon concrète pour impacter de façon plus significative donc, cette flambée des coûts sur le marché? Mais il ne suffit pas seulement de subventionner, comme on le dit. Mais quand tu subventionnes quelque chose, plus tu n'as pas de suivi, c'est zéro. Mais il faudrait que le ministère du Commerce et de l'Industrie puisse s'impliquer, puisse s'asseoir avec, je sais pas, avec les commerçants, une fédération de commerçants, et avec les consommateurs pour que cette discussion puisse s'élargir. Il faut que le ministère du Commerce et de l'Industrie puisse s'impliquer réellement en termes de contrôle.
Tant que tu subventionnes quelque chose, bien de le sac de riz qui était à 13 000 francs passe à 15 000 francs. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais s'il y a des contrôles au niveau du ministère, et c'est strict, si c'est strict, là, il n'y aura pas de problème. Est-ce que l'État ne devrait pas, par exemple, relever le niveau des subventions, par exemple, sur certains produits de grande consommation? Chaque année, pour te dire vrai, même si aujourd'hui le président de la République décide de faire, si c'est 100 milliards qu'il fait subvention, même s'il décide de faire 1000 milliards de subventions, les prix ne vont pas changer tant qu'il n'y a pas de changement au niveau du ministère du Commerce. Parce qu'il faut qu'il puisse s'impliquer réellement pour aider aussi les consommateurs que nous sommes. Voilà. La dernière augmentation donc, qui a été annoncée par le gouvernement, c'est bien entendu la question relative à l'électricité, qui va connaître donc une majoration de 10% à partir de 2024. Encore un coup dur pour les consommateurs. Oui, à ce niveau, je n'aime pas parler parce qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un. Je n'aime pas me mettre sur le sujet que je ne connais pas du tout. Parce qu'en termes d'électricité, je n'ai pas pris mon temps d'avoir un regard là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On est 10%, c'est 10% c'est quoi? Si les consommateurs industriels ou bien les consommateurs trucs vont changer. C'est toutes les couches de consommateurs sont concernées par la mesure. Pour l'instant, je vais m'abstenir parce que je ne sais pas du tout ce qui a été décidé. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas eu un communiqué clair du ministère. Je n'ai pas vu de communiqué clair du ministère. Si, les communiqués sont passés. Le ministre du pétrole a animé une conférence de presse au cours de laquelle donc, il a expliqué les différentes modalités donc, de cette augmentation. Il a donné également les justificatifs qui, selon lui, fondent l'action du gouvernement. Et on attend de voir dans les faits ce que ça va donner au cours de l'année 2024. On va peut-être parler maintenant un peu de politique. L'année 2023 a également été marquée par le retour en politique d'une personnalité assez connue en Côte d'Ivoire, M. Tidiane Thiam, qui est depuis quelques jours maintenant le président du PDCI RDA. Alors déjà, que savez-vous de l'homme Tidiane Thiam? Tidiane Thiam, ce n'est pas quelqu'un que je suis beaucoup, parce que je me dis que je ne veux pas être un militant du RHDP aller fouiller aussi dans le parcours de quelqu'un. Je sais seulement que sauf qu'il est le probable challenger du RHDP pour les élections de 2025 par exemple. Vous avez intérêt à vous intéresser à lui, n'est-ce pas? Non, je m'intéresse à sa politique, mais pas à sa personne. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune, on ne doit pas faire la politique d'avant. Parce que s'intéresser à la vie de quelqu'un, ce n'est pas une formation politique. Pour moi, c'est ce qu'il va nous proposer. C'est sur ça qu'on pourra l'attaquer demain. Parce que je me dis déjà que l'arrivée de Thiam est vraiment... Moi, je suis content pour l'arrivée de Thiam. Pensez-vous, comme certains qui estiment qu'il représente une menace pour le RHDP en 2025, par exemple? Pas du tout, parce que quand on dit menace politique, c'est trop dit. Moi, je pense chez moi à Oumé, même si le PDC a gagné les élections municipales, cela ne veut pas dire que Oumé, c'est des bastions PDCI. Quand tu prends aujourd'hui dans les lieux, tu prends Boaké, c'est l'ancien bastion du PDCI. Quand tu prends toute la région du Boaké, Divo, Benoît, c'est les bastions du PDCI dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est le RHDP qui dirige, tel que la mairie ou législative, même au conseil régional. Donc, pour moi, je ne crains pas du tout que le PDCI pourra battre le RHDP en 2025, en toute honnêteté. L'arrivée de Thiam, moi, je suis content parce que c'est ce combat-là qu'Alassane Ouattara a mené. Parce que Ouattara dit il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Si aujourd'hui Thiam est arrivé, avec tout ce qui s'est dit autour, pour dire non, il est sénégalais, il est ceci, il est cela, mais c'est un combat gagné déjà pour Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara ne menait pas ce combat, Thiam ne sera jamais le président du PDCI. Donc, quittons dans les débats inutiles parce que j'attends plein de choses. Je me dis aujourd'hui que je suis content que le RHDP et son président Alassane Ouattara aient encore gagné une bataille encore face à ces adversaires politiques. Parce que les mêmes qui ont accusé Alassane Ouattara d'hier d'étranger, parce qu'il avait le patronyme Ouattara, on dit qu'il vient du Burkina, mais ce monsieur qui vient d'arriver, qui est le président du PDCI, il a le patronyme aussi du Sénégal. Sa maman n'a rien à voir, sa maman n'a pas un nom, comment on appelle, Baoulé. Sa mère s'appelle Barry Tousso, c'est ça? Et son père s'appelle Amadou Thiam. Donc déjà, c'est un combat gagné pour Alassane Ouattara. Quel commentaire faites-vous sur les conditions de son élection à la tête du PDCI? On a vu qu'il y avait pas mal de confusion, notamment avec l'écartement, l'élimination de certains candidats de poids, comme l'indique Agué. Quel commentaire personnel faites là-dessus? Mon commentaire est tellement simple, c'est pour vous dire que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il peut être une menace pour le RHDP, même son président.
Parce que si on devait le craindre, s'il gagnait normalement, s'il venait à une élection avec tous les candidats, les probables candidats, il pouvait être quelqu'un qu'on crée. Mais déjà, quelqu'un qui devient candidat, déjà, on doit recaler les gens pour qu'il passe. Moi, je ne le crains pas du tout, donc je n'ai pas de commentaires à faire sur son élection parce que je ne suis pas militant du PDCI. Donc, ok, on retient donc que vous êtes plutôt, je dis, l'arrivée de Thiam dans le marigot politique ivoirien ne vous inquiète pas à toute mesure. Et donc, je pense qu'on va peut-être terminer notre entretien sur cette question en vous demandant de peut-être donner, présenter vos vœux à nos followers, aux abonnés de Aminata 24 TV. Quelles sont vos attentes pour l'année 2024? Merci beaucoup. Je voulais dire d'abord merci à la TV Aminata 24 pour l'accueil, pour cette opportunité qu'on nous donne pour nous exprimer sur beaucoup de sujets sociaux, politiques. Merci beaucoup à elle pour tout ce qu'elle a fait en termes d'entrepreneuriat. Que Dieu facilite la suite pour elle. Et en même temps, pour vous parler de mes attentes de 2024, en fait, Dieu, c'est d'abord la santé. Que Dieu nous donne la santé à tous, qu'il nous protège tous. Et pour passer, comme tu l'avais dit, pour passer le meilleur vœu, avant de dire meilleur vœu à tes téléspectateurs, c'est pour dire d'abord mon meilleur vœu au président de la République. De lui dire merci d'avoir pensé à la jeunesse, merci d'avoir pensé à toutes ces personnes-là qui ne pensaient pas avoir quelque chose aujourd'hui, mais qui sont heureux aujourd'hui, pour lui dire meilleur vœu, que Dieu lui donne la santé, qu'il accorde tout ce qui est bon pour lui, que Dieu le protège. Parce que quand on vit, arrivé à l'âge qu'il a et tout ce qu'il fait, on doit être content d'être dans l'école de la Samoutra. Et moi, je suis content d'être dans l'école de la Samoutra. J'ai rien à lui offrir. Tout ce qu'il peut lui offrir, c'est que Dieu lui donne la santé. Et la santé, on ne va pas lui dire prospérité. Il a besoin plutôt de la santé. Et revenir aux abonnés de Aminata 24, pour vous dire c'est une chaîne que vous devez suivre, c'est les personnes que vous devez soutenir. Et c'est les personnes qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, ils ont l'amour de la communication. Et vous aussi qui voulez donner beaucoup d'espoir. Et on vous dit merci, que Dieu vous donne la santé, prospérité, que Dieu vous garde. Et que Dieu vous donne la force de les soutenir. Et qu'ensemble, on puisse vivre l'une des meilleures années qui est 2024. Dans la santé, beaucoup de promotion. Voilà, c'est sur ces vœux de notre invité du jour que nous allons refermer les portes de ce salon 24. Merci à Ousmane Silla de nous avoir accompagnés durant cette antenne et merci encore une fois à nos abonnés qui sont avec nous depuis le début de cette émission et que nous allons inviter à rester branchés sur les ondes de Aminata 24 TV. Merci à vous.